Bonjour Delphine Burkli, Bonjour, la seule qui a Tréhard. gagné un arrondissement. Macron-compatible, on va dire. En 2014. On va en parler. On va en parler. Enfin, M. Macron n'existait pas encore en 2014. Ah, il était né. Il était né, oui, mais pas politiquement. Delphine Burkli, demain précisément, Emmanuel Macron doit s'exprimer sur un sujet qui est très grave, qui aujourd'hui occupe, je dirais, les écrans et les débats dans le monde entier. C'est celui des violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? J'attends des actions, concrètes. Voilà, C'est quoi les actions concrètes ? Je n'attends pas des paroles, mais des actions concrètes, des soutiens forts aux associations qui travaillent auprès de ces femmes qui sont violentées, violées. Simplifier les procédures de plainte. Aujourd'hui, la parole se libère et c'est tant mieux parce que trop, c'est trop. Bien sûr, trop, c'est trop. Voilà, on est en 2014. Vous avez été victime ? Bien sûr que j'ai été, comme beaucoup de femmes, victime de situations de ce genre. J'ai même une situation bien en tête. Il a fallu mettre les points sur les i et les barreauter. À l'intérieur du cercle politique ? À l'intérieur du cercle politique, bien sûr. Donc c'est une réalité qui existe. Mais c'est une réalité qui existe. Mais cette période, enfin cette époque doit être révolue. Moi, j'ai en tête une citation d'une actrice, Florence Darel, après les révélations sur Weinstein, qui dit voilà, les femmes ne sont pas un trophée, ne sont pas un butin qu'on ramasse lorsqu'on a le pouvoir. Oui, cette période, elle doit être révolue. Alors le pouvoir facilite ces comportements-là ? Bien sûr. Alors on le voit en politique, on le voit dans l'entreprise, ou dans le milieu associatif, ou dans votre milieu aussi, bien sûr, mais je crois qu'il est important, effectivement, d'avancer et d'avancer vraiment. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a 6 ans, les premières révélations sur le comportement de Dominique Strauss-Kahn avaient libéré qui avait fait l'objet d'une déflagration à l'époque, pour reprendre le titre d'un livre qui vient de sortir, mais là, c'était pour le coup une vraie déflagration, et malheureusement, on en est encore au point mort sur les avancées. Donc oui, il faut que Emmanuel Macron fasse des propositions concrètes de soutien aux associations dans les procédures pour que les femmes soient prises en charge. Est-ce que Brigitte Macron pourrait avoir un rôle à jouer, pour le coup ? Ah, sûrement, sur ce terrain-là. Oui, je connais peu ou pas Madame Macron, donc si elle souhaite faire de cette cause... Vous approuveriez son engagement là-dessus ? Oui, enfin, pour l'instant, je n'en sais rien, puisque je ne l'ai pas entendu sur ce sujet. Mais bien sûr que toutes les femmes, quelle que soit leur position, quel que soit leur statut, doivent être dans le combat. Alors, pour les femmes. Radicalement. Et sur Paris, je peux vous dire qu'il y a du travail. Quand vous voyez que dans certains quartiers de Paris, puisque je suis élue parisienne, les femmes ne portent pas de jupe. Rappelez-vous la polémique qu'il y a eu sur la porte de la Chapelle. Et puis il y a un combat que je mène depuis 4 ans, depuis que je suis élue maire, c'est sur la prolifération des salons de massage, puisqu'on laisse sur... Parce que c'est ça aussi la violence faite aux femmes. C'est une forme de prostitution déguisée. C'est une forme de prostitution déguisée. Et j'ai pris la tête du combat il y a 3-4 ans sur ce sujet. Je souhaite que hommes et femmes se mobilisent, et au-delà des clivages politiques, parce qu'on laisse sur les trottoirs de Paris, dans des établissements, des femmes qui sont livrées à l'esclavagisme humain au mépris de la dignité humaine. Donc vraiment, ça fait partie aussi des sujets qui doivent être abordés. Le spectre est large. Alors, vous êtes maire du 9e arrondissement de Paris, vous avez été reçu à l'Élysée avec un millier d'autres maires. Il y a eu le discours hier du président de la République, donc dans les rapports entre l'exécutif, l'Élysée et les élus locaux. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui sur les intentions du président de la République quant à vos finances et quant à votre liberté et votre indépendance d'action ? Rassuré, pas encore totalement. Il a bien joué hier, le maire, le président. Le président, je l'ai trouvé extrêmement prudent. Voilà. Bon. Dans ses paroles, alors il a un talent oratoire, il est ici aussi, comme l'a été François Mitterrand, il a ce talent manœuvrier où il capte l'attention, il peut charmer, donc j'ai bien pris acte de ses paroles, maintenant j'attends des actes précis. J'ai été déçue sur son absence des réelles ambitions pour revenir sur cet enchevêtrement de compétences, millefeuille administratif. Il faut le simplifier. Mais bien sûr, il faut... Il a dit qu'il ne voulait pas y toucher. Certains disaient il y a quelques années, il faut un choc de simplification. Oui, il faut un choc de simplification. Il a dit qu'il ne voulait pas y toucher.
Parce que lui, il va toucher à la fiscalité. Bah oui, mais moi, alors il veut se donner un petit peu. On a l'impression qu'il a peur de tout faire en même temps. Je pense qu'il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire en même temps. Bien sûr, les réformes dans notre pays. Institutionnelles et fiscales. Et bien sûr, voilà, tout est imbriqué. Là. Alors, il faut supprimer quel échelon? J'ai entendu. Peut-être le département, peut-être. Enfin, moi, par exemple, voilà, je suis. Non, je dis pas que je suis. Je veux que le débat ait lieu. En tout cas, moi, je suis une élue parisienne dans un Paris qui étouffe dans son périphérique, intramuros. Je vois que les sujets qui sont devant nous, la métropole, métropole, région. Voilà, qu'on réfléchisse. Moi, je suis plutôt favorable à ce que la région puisse devenir la métropole, que le Grand Paris, c'est la région. C'est-à-dire les 8 départements. De l'Île-de-France. Ce qui n'est pas le cas dans les projets d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas dans les projets d'aujourd'hui, mais il faut vraiment faire preuve d'audace et vraiment aborder les sujets à la bonne échelle. On le voit, alors à Paris, c'est quand même criant. Quand la maire de Paris prend des décisions à l'intérieur du périphérique, on voit bien les incidences que ça peut avoir, et à Paris et au niveau de la banlieue parisienne. En Île-de-France, on supprime et la ville et la métropole et on fait une grande ville-région, finalement. Mais moi, pour moi, toutes les options sont ouvertes. Moi, ce que je souhaite, c'est un choc de simplification. Je souhaite qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse innover dans les pratiques, dans les pratiques politiques. Les habitants, mes administrés, demandent plus de proximité, mais ils veulent aussi plus d'efficacité sur les grands défis qui sont devant nous. Et une ville comme Paris, Île-de-France, ville-région, il y a plus d'efficacité? Je pense que sur la politique du logement, sur la politique de la circulation et de la mobilité, ça c'est un point noir quand même, on va en parler. Sur la crise migratoire, 150 réfugiés qui arrivent à Paris chaque jour. On fait comment voilà, face à l'explosion de notre Sud, sur la révolution numérique, sur le nouveau rapport des élus aux habitants. Et on a besoin d'une révolution en fait. Et vous avez besoin d'une révolution locale? Il y a besoin d'une révolution locale et un choc de simplification. D'accord. Alors ça nous amène directement à Paris. La politique de Mme Hidalgo en termes de déplacement, de transport, de lutte contre la pollution, il y a eu un rapport extrêmement dur du Conseil régional. Mais mais c'est pas le Conseil régional, c'est Paris, c'est l'IAU. Non, mais je sais pas. Non, d'accord, mais qui condamne en tous les cas la politique de Mme Hidalgo. La vice-présidente, le vice-président de Île-de-France Mobilité, c'est l'adjointe de Mme Hidalgo. Comment vous qualifiez la politique de Mme Hidalgo dans ce domaine? Je la qualifierais d'un mot, elle est doctrinaire. Alors bien sûr que sur le papier, vous voulez parler de la mobilité et de la circulation. L'histoire des voies sur berge. Sur le papier, c'est une bonne mesure. Et puis, les particules fines, voilà, bien sûr qu'on les subit tous. Il n'y a pas une politique de droite ou une politique de gauche. Mais on voit bien que ce projet n'a pas été préparé, n'a pas été anticipé. Vous êtes pour la limitation de la circulation sur les voies sur berge? Bien sûr, mais je suis pour la limitation. Je suis pour la limitation de la circulation à Paris et sur une échelle, à l'échelle de l'aire urbaine. À l'échelle de l'aire urbaine, il ne s'agit pas de fermer un axe majeur à Paris sans savoir s'il va y avoir des reports de pollution ou de circulation ailleurs. Rien que dans le 9e arrondissement, sur mon territoire, c'est 30% de circulation en plus. On étouffe, on n'en peut plus. Il faut traiter ces problèmes à la bonne échelle. Et la bonne échelle, c'est l'aire urbaine, c'est la région. Voilà. Et donc, moi, je pense que tous les sujets doivent être sur la table. Moi, j'ai lancé l'idée du péage urbain. Ça marche à Stockholm, ça marche à Londres. Vous êtes favorable à ça? Oui, alors peut-être pas dans la mise en œuvre de Londres, parce qu'il a déjà 10 ans, mais on peut y réfléchir. En tout cas, moi, je rencontre énormément... Mais les barrières de péage, vous les mettez où? À l'entrée de l'aire urbaine. Voilà. Mais l'aire urbaine, elle est où? Elle est aux limites de l'Île-de-France ou aux limites de Paris? Écoutez, vous savez que la Seine-et-Marne est quand même le département le plus rural. Donc, il faut regarder la cartographie en fonction de la topographie de cette région. Mais en tout cas, la maire de Paris balaie d'un revers de la main tout projet, voilà, toute initiative ou tout sujet qui pourrait être débattu. Oui, on peut parler du péage urbain. Oui, on peut se poser la question en bloquant les voies sur berge. C'est 45 000 véhicules qui sont bloqués à l'entrée de Paris. On en fait quoi? Voilà. Est-ce qu'on travaille sur des espaces dédiés, des parkings? Est-ce que voilà. Mais il faut travailler bien sûr sur la lutte pour le climat, pour un air beaucoup plus respirable. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et le rapport, qui est un rapport qui n'est pas politique,
politique qui est fait par des fonctionnaires et qui est fait par l'administration est tout à fait éclairant à ce point, parce qu'il y a deux mots qui reviennent, c'est saturation et congestion. 2020, élection municipale. Vous n'êtes pas pour un report à 2021, parce qu'il en est plus ou moins question. Oui, on ne va pas poser la question. 2020, vous serez candidate à la mairie de Paris? Écoutez, il est encore trop tôt pour se projeter vous pourriez être candidate? Écoutez, là aussi, il est vraiment trop tôt pour se projeter à 3 ans. L'année dernière, vous vous rendiez compte de ce qui allait se passer aujourd'hui, 25 novembre. Donc, non, voilà, il est un petit peu trop tôt. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que maire du 9e arrondissement, du seul arrondissement qui a basculé de gauche à droite en 2014, j'ai voulu faire de mon territoire un arrondissement à part dans l'environnement parisien, un laboratoire, un incubateur, avec un certain nombre d'initiatives. Ça se traduit par des expérimentations, par des innovations, par une concertation, par un dialogue. Je peux vous les donner, je peux vous faire la liste. Sur la lutte contre les pollutions, sur le recyclage des mégots, sur la collecte des biodéchets dans les cantines, sur des aménagements. Oui, puis on les recycle. D'accord. Et vous en faites quoi? On en fait des planches de billes. Voilà, enfin, c'est surtout une entreprise d'insertion. Oui, des planches de billes. Enfin, ils sont recyclés. En tout cas, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la droite que je représente et que j'incarne est une droite qui se veut ouverte sur toutes les questions. Delphine Burkly, il y a un député de Paris qui s'appelle Claude Goasguen qui a dit pourquoi pas, bah oui, puisqu'il est républicain, pourquoi pas faire une liste, partir au combat à la municipale contre Madame Hidalgo, En Marche, La République En Marche et la droite parisienne ensemble. Vous êtes d'accord avec lui? Why not? Ah oui. Maintenant, Monsieur Tréhard, nous vivons quand même l'année zéro de la droite, pour reprendre l'expression de Monsieur Bourlange il y a quelques années. Ma famille politique rebat entièrement ses cartes. Vous allez rester aux Républicains? Je suis aux Républicains. J'accompagne toutes les initiatives qui visent à rénover notre corpus idéologique. Je soutiens la démarche de Valérie Pécresse avec Libre. Je soutiens Maëlle de Calan pour les élections du 10 décembre. Vous allez voter? Je vais voter Maëlle de Calan. Et puis surtout avec Christian Estrosi, avec Arnaud Robinet, avec Alain Chrétien, avec ma collègue maire de Fécamp. On a mis en place un collectif de maires qui s'appelle La France Audacieuse, qui veut faire remonter toutes ces voix issues du territoire. Mais c'est un peu les constructifs à l'échelon municipal, ça, non? En tout cas, on veut participer à la réforme et à la décision politique. Derrière Emmanuel Macron? Pour l'instant, je vous dis qu'on est en 2017, on a subi un tsunami. D'accord, mais ça on sait. Oui, ça on le sait. Bah oui, mais c'est pas en 10 minutes qu'on va régler le problème de notre ligne politique et de notre corpus idéologique. Au municipal, en commun, un axe central avec La République En Marche. Vous dites pas non à Claude Goasguen? Mais je ne dis pas non à Claude Goasguen. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans 3 ans, c'est dans un siècle. C'est dans un siècle, c'est pas dans un siècle, c'est dans 3 ans, c'est en 2020. Et maintenant, Merwan Meadji nous a rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Merwan. Bonjour Merwan. Alors on a plusieurs internautes qui nous parlent de vous et qui nous disent, c'est des soutiens en fait. On a Ahmed qui nous dit c'est une personne jeune qui tient ses promesses et fait un super travail dans le quartier. On a Ibro qui nous dit je vous regarde très bien et je vous souhaite une bonne journée. Et on a une question de Ancolp, donc qui connaît bien le 9e arrondissement de Paris et qui nous dit c'est un arrondissement très sale sur les contre-allées notamment entre Blanche et Pigalle où il y a de la drogue qui est vendue. Est-ce que vous confirmez? Et elle nous dit, est-ce que des améliorations sont prévues, notamment pour la propreté et surtout la sécurité? Bien sûr que c'est... alors c'est un quartier... Le 9e arrondissement, c'est 60 000 habitants et 180 000 visiteurs jour. C'est un arrondissement ouvert 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Là, vous parlez d'un quartier emblématique de Paris, qui est Pigalle, qui est très passager et qui en effet, a été, et encore, mais il faut être extrêmement vigilant, peut être le théâtre de trafic, de toxicomanie. Il faut être évidemment intransigeant sur les questions de sécurité. Sur la propreté, compliqué parce que c'est centralisé au niveau de la ville de Paris. Et puis, nous, on gère la pénurie. On gère la pénurie des personnels, on gère la pénurie des matériels. Si vous voulez, je vous donnais les chiffres. 60 000 habitants, 180 000 à peu près la journée. Nous avons une centaine d'agents municipaux qui travaillent entre 6h et midi et une dizaine entre midi et 18h. Comment voulez-vous que l'espace public soit respecté et soit propre? Juste avant que j'entre sur le plateau, vous parliez de la présidence des Républicains. Je ne sais pas si Hugo a entendu la réponse ou si vous ne l'aviez pas abordée. Il demande qui soutenez-vous à la présidence des Républicains?
Alors, je l'ai dit à M. Tréhard, je soutiens Maël de Calan. Mais si je peux me permettre un mot, je trouve, et ce n'est pas pour affaiblir mon propos et mon soutien à Maël, d'un point de vue général, je trouve que cette élection républicaine est bien prématurée. Elle est bien prématurée. Bien prématurée parce qu'elle ne se fait pas sur une ligne politique. Mais la question, c'est pas Wauquiez. Mais voilà. Oui, mais la question, si jamais il est élu, ma question, c'est s'il est élu, est-ce que vous quittez les Républicains ? Je vous dis que pour l'instant, je ne quitte pas. Il n'est pas question pour moi de quitter ma famille politique. Je suis une femme qui est fidèle à ses idées, qui n'a pas d'a priori. Je souhaite soutenir les initiatives comme celle de Pécresse, comme celle que nous avons prise avec mes collègues maires pour apporter des idées et un projet et une offre politique qui soit adaptée au XXIe siècle. Vous parlez beaucoup des personnes de droite. Pierrette nous parle d'Anne Hidalgo. Est-ce que c'est facile de gérer le 9e arrondissement avec Anne Hidalgo ? Moi, j'essaye de travailler en bonne intelligence avec la ville de Paris. Il faut savoir que l'administration parisienne, c'est une magnifique machine. Voilà, c'est 52 000 agents, 8 milliards d'euros de budget. Ça a enflé d'ailleurs en termes de personnel. Ah, ça a enflé en termes de personnel, oui, oui. Et ça nous le. Vous êtes plus nombreux qu'à la Commission européenne. Enfin, oui, enfin, vous savez, quand moi j'ai été élue en 2014, dans le 9e arrondissement, nous avons baissé les coûts de fonctionnement de 6%. De 6%. Et nous avons aussi fait en sorte que la masse salariale soit réduite par rapport à mon prédécesseur. Dernière question. Une toute autre question de Hugo Morin. Que pensez-vous des propos antisémites de Gérard Filoche ? Ah ben c'est totalement accablant et scandaleux. Enfin, ça ne mérite pas autre chose. Ça mérite l'exclusion du PS. Ah ben ça, c'est pas mon problème, parce que je ne suis pas au Parti Socialiste, mais oui, mais c'est totalement aberrant. Voilà, c'était Delphine Burkli, la maire du 9e arrondissement de Paris, qui est favorable. Eh bien, une révolution locale. Merci de vous être prêté à cet exercice. Merci Merwan. Merci. Et puis, n'oubliez pas, cet après-midi, vous avez rendez-vous sur le site du Figaro avec Alain Barlehet, le talk stratégique, l'invité, la ministre de la Défense, Madame Florence Parly.